Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Centre Patronal. On a la chance aujourd'hui d'être avec Olivier Roux, directeur du département politique au Centre Patronal. Et notre invité, c'est Alexandre Fazel. Bonjour Alexandre Fazel, merci d'être là. Bonjour monsieur, merci de l'invitation. Comment est-ce qu'il faut vous appeler, monsieur l'ambassadeur? Oh, Fazel ira bien. Fazel ira bien. Alors, monsieur Fazel quand même. Je vais commencer par vous présenter. En quelques mots, et vous me corrigerez si je commets quelqu'un père. Donc vous êtes secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Vous avez été nommé en juin 2023, vous êtes entré en fonction en septembre de la même année. On dit que ce titre correspond à la fonction de plus haut diplomate de la Suisse. Vous êtes en quelque sorte le directeur des Affaires étrangères sous le conseiller fédéral Cassis, Ignacio Cassis. Vous avez tout d'abord étudié le droit à l'université de Fribourg, puis à Oxford, donc au Royaume-Uni, et vous êtes entré au département des Affaires étrangères en 1992. Vous avez représenté les intérêts de la Suisse, d'abord à Berne, évidemment, mais ensuite à Ottawa, au Canada, et à Canberra, donc en Australie. Ensuite, vous avez représenté la Suisse auprès de l'ONU et des Nations Unies à Genève. Vous étiez chef de mission de 2006 à 2011 et représentant permanent de 2012 à 2016, si mes sources sont exactes. En 2016, vous êtes devenu secrétaire d'État suppléant du département fédéral des Affaires étrangères, du DFAE à Berne. De septembre 2017 à mai 2021, vous étiez l'ambassadeur de Suisse au Royaume-Uni. De 2021 à 2023, vous étiez ambassadeur représentant spécial pour la diplomatie scientifique à Genève. Et finalement, last but not least, depuis septembre 2023, donc, vous êtes secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Alors bon, c'est un sacré parcours, on nommait encore sûrement quelques détails qui n'en sont pas, mais peut-être revenons au début. En quelques mots, c'est quoi un ambassadeur? Pourquoi est-ce qu'on devient ambassadeur? Et comment est-ce qu'on devient ambassadeur? On ne choisit pas de devenir ambassadeur. Ambassadeur est un titre et une fonction dans une carrière diplomatique qui est une carrière très hiérarchisée. Donc ce qu'on fait, on choisit d'embrasser la carrière diplomatique, ou plutôt on se porte candidat pour embrasser la carrière diplomatique, puisque l'accès à la carrière se fait par un concours d'admission. Et ensuite, on a cette carrière diplomatique et on monte en grade, attaché d'ambassade, troisième secrétaire, deuxième secrétaire, premier secrétaire, conseiller, ministre et ambassadeur. Donc c'est tout un cheminement, et l'ambassadeur est effectivement le niveau le plus élevé de la carrière diplomatique. Et pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, à un moment, j'imagine dans vos études, tiens, je vais me porter candidat au concours diplomatique? J'ai toujours éprouvé une grande passion pour le sort de ce pays et celui des gens qui y vivent. Et allié à cela, un intérêt très marqué pour les affaires internationales, les relations internationales. Donc très tôt, dans mes études, je me suis spécialisé en droit européen, en droit international public. Et donc j'ai toujours été porté sur la chose. Et ensuite, tout s'est donné de fil en aiguille. Vous venez de dire, j'ai rejoint les affaires étrangères en 92, c'est vrai, mais je suis entré au service de la Confédération en 91 déjà, à l'époque des négociations sur l'EEE, l'espace économique européen, mais à l'époque comme fonctionnaire du département de l'économie. Et ensuite, j'ai fait le concours, j'ai passé aux affaires étrangères. Et ensuite, comment ça s'est fait? Comment est-ce que, à l'issue du concours, vous vous êtes tout d'un coup retrouvé à Ottawa et puis à Canberra, donc à l'autre bout du monde? Alors c'est ce que nous appelons le système de transfert. Quand on rejoint le département fédéral des affaires étrangères et tout service diplomatique partout dans le monde, on est soumis à une discipline de transfert. Donc, on doit changer de poste toutes les quelques années, 3, 4, 5 ans, ça dépend des postes. Et on doit alterner les postes
à la centrale, ce que nous appelons la centrale, donc le ministère en capitale, et des postes à l'étranger. Il y a un système, on peut dire ses préférences, on peut faire acte de candidature, mais c'est l'intérêt du service du département qui est déterminant, et on vous attribue les postes et ensuite voilà. Et bon, Ottawa, Canberra, on croit déceler donc une affinité avec l'anglais. Est-ce que c'est simplement ça? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce que c'est aléatoire? C'est par la suite que j'ai constaté que finalement j'ai eu une carrière très Commonwealth, avec tout au début, comme tout jeune diplomate, le Canada, ensuite comme numéro 2 à l'ambassade de Canberra, ensuite comme ambassadeur à Londres. Mais je pense que c'est le hasard qui fait ça, donc ce n'était pas une planification ni de ma part, probablement pas non plus de la part du département. Et donc aujourd'hui, vous êtes secrétaire d'État aux Affaires étrangères, donc au département fédéral des Affaires étrangères. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous décrire ce département fédéral des Affaires étrangères, comment est-ce qu'il fonctionne, et puis nous décrire votre fonction? Qu'est-ce que ça veut dire, être secrétaire d'État? Alors, je remonte tout en haut, donc le gouvernement collégial de la Suisse, le Conseil fédéral. Il y a 7 conseils fédéraux, donc il y a 7 départements fédéraux, 7 ministères, dont le département fédéral des Affaires étrangères, qui lui gère les relations internationales de la Suisse. Et ce département-là, ensuite, est divisé en plusieurs directions, ce que nous appelions dans le temps la direction politique, ce qui est maintenant le secrétariat d'État, qui est ma direction, mais il y a aussi la direction de la coopération internationale, il y a la direction du droit international public, la direction des affaires consulaires, la direction administrative et des ressources. Ces directions, ensuite, font l'appareil qu'est le département des Affaires étrangères. Et le secrétaire d'État est en même temps le chef de sa direction, du secrétariat d'État, et il est aussi le primus inter pares de tous les directeurs. Donc, il sert les intérêts du département et de son chef. Et le secrétaire d'État gère l'appareil diplomatique, c'est-à-dire l'appareil à Berne, mais aussi l'ensemble des représentations suisses à l'étranger, à peu près 170 parmi le monde. Tout cela fait partie de ses responsabilités. Donc, vous gérez les 170 représentations de la Suisse parmi le monde. C'est voilà. Beaucoup. Oui, c'est beaucoup. La Suisse, si on compare la Suisse, donc en vertu de l'importance du pays en termes de population et de grandeur, la Suisse est probablement le pays qui a le réseau international le plus dense qu'il soit. Donc, et cela correspond bien à cette volonté d'avoir une politique étrangère universelle, d'être présent partout, de parler à tout le monde. En septembre 2017, vous devenez ambassadeur au Royaume-Uni, vous arrivez à Londres. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience, déjà cette arrivée à Londres, quand vous posez vos valises, comment ça se passe? C'est quand même un climat un petit peu particulier. Quand on se rappelle que le 23 juin, sauf erreur 2016, les Britanniques ont voté sur le Brexit, ce fameux référendum. Quelle est l'ambiance? Donc, j'avais eu le temps de bien m'y préparer parce que j'étais rentré de Genève où j'étais, comme vous l'avez dit, représentant permanent auprès des Nations Unies. J'étais rentré à Berne, je crois, en septembre 16. Et donc, j'avais été impliqué dans l'équipe qui avait suivi les questions du Brexit, de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, de ce référendum-là. Et j'avais participé aux travaux de stratégie qui cherchait à répondre à la question qu'est-ce que nous allons faire comme Suisse par rapport à ce Brexit. Stratégie qu'ensuite j'ai été appelé à mettre en œuvre ou contribuer à la mise en œuvre à Londres. Donc j'avais bien pu me préparer, mais effectivement je suis arrivé dans un pays en pleine mutation qui venait de prendre
une décision importante qui avait entraîné des chambardements politiques très considérables, et ça a été la caractéristique de la politique anglaise durant tout mon séjour. Et alors, Olivier Roux, moi j'avais pas encore la chance d'être au centre patronal en 2016-2017, mais comment est-ce que l'économie vaudoise, sinon suisse, comment est-ce que le patronat vaudois a perçu cette décision politique? Forcément, on regarde un peu ce qui se passe, on se dit mais tiens, est-ce qu'il y a un deuxième Sonderfall qui se crée avec l'Union européenne? Qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on aperçoit? D'abord, je crois que c'est vraiment un grand coup de tonnerre parce qu'on en parlait, on le sentait venir, puis personne ne voulait trop y croire. Et puis quand effectivement il y a eu ce vote et cette décision prise, c'était vraiment un grand coup de tonnerre. Et puis après, on a commencé à se dire ah, mais il y a peut-être des possibilités. Puis c'est vrai que quand il y a eu les discussions entre le Royaume-Uni et l'UE pour voir comment qu'elle peut être, quels contours peuvent prendre désormais nos relations. Comme on était aussi, nous, Suisses, à un moment où on se posait un certain nombre de questions par rapport à l'UE, on s'est dit, il y a peut-être des choses qui vont être décidées entre l'Union et le Royaume-Uni qui pourraient éventuellement aussi nous, entre guillemets, profiter. Et puis peut-être que si on a ce puissant allié, entre guillemets, on se disait qu'on pouvait peut-être s'aligner ou profiter de certaines choses, parce qu'il fallait être imaginatif, il fallait trouver des nouvelles solutions, parce qu'on ne pouvait pas non plus... voilà, il y a eu ce Brexit, les Anglais sortent, mais il y a une relation qui doit continuer quand même. Donc il y avait ces espoirs que certaines solutions novatrices puissent aussi profiter à la Suisse. Et puis aussi, on se disait, je ne sais plus exactement à quel stade on en était des discussions avec notre grand voisin, mais on se rendait aussi compte qu'on allait probablement passer après et qu'il y avait un certain nombre d'autres discussions qui auraient lieu avant nous. C'est ça que j'ai comme souvenir, moi. Mais... Je pense qu'il faut, avec le Brexit, il y avait deux défis qui se présentaient à nous, qu'il faut bien distinguer. Le premier est que nous avions déjà et avons toujours une relation économique extrêmement intense avec le Royaume-Uni. Nous sommes un des plus importants partenaires économiques du Royaume-Uni. Et cette relation extrêmement étroite et intense était régie par le fait que le Royaume-Uni appartienne à l'Union européenne et que nous, les Suisses, ayons une multitude d'accords bilatéraux avec l'Union européenne dont le Royaume-Uni était membre. Donc c'est ça qui régissait notre relation extrêmement intense. À partir du moment où le Royaume-Uni sortait de l'Union, notre relation, juridiquement parlant, avec le Royaume risquait de tomber dans le vide. Et donc, il fallait développer une stratégie qui assure cette relation. Et donc, nous devions répliquer cette relation que nous avions avec les Britanniques par le biais de leur appartenance à l'Union européenne dans notre relation bilatérale. C'est ce que le Conseil fédéral avait appelé la stratégie Mind the Gap, hein, comme dans le métro londonien, donc éviter de tomber dans le trou. Ça, c'était le premier défi, et ça, nous l'avons bien réussi avec une série d'accords que nous avons pu négocier pendant mon séjour à Londres, et nous avons continué de moderniser ces accords. Donc là, il fallait sauvegarder la relation bilatérale entre la Suisse et le Royaume-Uni. Et B, l'autre aspect était comment le Brexit allait-il impacter notre relation avec l'Union européenne, et c'est ce dont vous parlez. Et là, il y a une distinction fondamentale à faire, c'est-à-dire que le Royaume-Uni cherchait à quitter l'Union européenne, que nous n'avions jamais rejoint au premier chef, alors que nous cherchons à organiser nos relations de façon
stable et de façon qui puisse être développée avec l'Union européenne. Donc l'approche fondamentale était différente. Ensuite, il y a certains ont espéré que l'exemple que l'organisation des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni allait ouvrir de nouvelles pistes à une relation entre la Suisse et le Royaume-Uni. Or, ce que nous voyons maintenant, c'est que la solution que le Royaume-Uni a trouvée est beaucoup moins ambitieuse que celle qu'a la Suisse. Donc, les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, commercialement parlant, sont beaucoup plus distendues que le système que nous sommes en train de mettre en place nous-mêmes. J'imagine que ça a pris l'essentiel de votre temps, cette affaire du Brexit là-bas. Est-ce que vous avez d'autres dossiers en tête qui étaient quand même particulièrement importants que vous avez pu mener à ce moment-là, ou est-ce que vraiment le Brexit a une importance telle que vous avez pratiquement fait que ça? Non. Donc le Brexit, effectivement, a occupé une bonne partie de mon temps. Mais ce que j'ai aussi fait, j'ai essayé, je crois avec succès, de faire converger les écosystèmes de haute technologie britanniques et suisses en utilisant comme vecteur le sport automobile et la Formule 1. La Formule 1 se trouve être l'accélérateur technologique le plus important au monde. Comment ça se fait? Parce que le niveau de technologie qui est extrêmement élevé, les moyens engagés sont extrêmement importants et le niveau de la concurrence est tel que l'accélération technologique, donc on doit de dimanche en dimanche, on doit s'améliorer pour gagner la course. Donc tout le monde s'accorde à dire qu'en termes d'accélération technologique, la Formule 1 a de meilleurs scores que l'industrie de défense ou l'aéronautique. Ce qui fait que et la Formule 1, en termes d'écuries, est dominée par l'Angleterre. 7 des 10 écuries sont en Angleterre, dans un croissant entre Cambridge et Woking au sud de Londres. Tout est là très concentré. Mais il y a aussi, c'est ce que les Anglais appellent Motorsport Valley. Nous, en Suisse, on a aussi un Motorsport Valley, seulement il ne se reconnaît pas en tant que tel. C'est l'écurie Sauber à Hinwil dans l'Oberland bernois et une multitude d'entreprises qui travaillent principalement ou exclusivement pour Sauber partout en Suisse. Donc on a cet écosystème high-tech en Suisse aussi qui est sous-tendu bien sûr par l'excellence de la science et de la recherche en Suisse dans nos universités et écoles polytechniques fédérales. Donc, c'est un projet que nous avions lancé qui s'appelait Performance Engineering, de faire converger ces deux écosystèmes, ces deux galaxies high-tech dans l'Angleterre et de la Suisse, et nous avions bien réussi. C'est vrai que des fois on mésestime l'importance du sport vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis de l'industrie, ça peut contribuer à la faire tourner. Et puis, avant de quitter votre moment au Royaume-Uni, est-ce que vous avez encore une anecdote ou quelque chose qui vous a marqué là-bas? Je sais pas, est-ce que vous avez rencontré la reine d'Angleterre, par exemple? Oui. 4 fois. J'ai rencontré 4 fois la reine d'Angleterre. Et alors, oui, il y aurait plein d'anecdotes. Je me limiterai à celle-ci qui est pas à mon honneur. C'est quand je l'ai rencontrée la première fois pour remettre mes lettres de créance. Donc, les lettres de créance, c'est quand vous êtes nommé ambassadeur, votre gouvernement vous équipe d'une lettre dans lequel il s'adresse au chef de l'État hôte et dit « Voilà, je vous envoie mon ambassadeur, il a notre pleine confiance, nous vous prions de lui accorder la vôtre, etc. » Donc c'est un truc très formel, etc. Et alors on doit s'entraîner parce qu'il y a bien sûr le protocole royal et tout. Et donc à plusieurs reprises on va chez le chef du protocole de la maison royale pour s'entraîner. Donc lui joue son rôle de chef du protocole, son assistante joue le rôle de reine, je joue le mien, mon épouse joue le sien, et alors on s'entraîne, etc. Et puis après le soir on s'entraînait à la maison, et le jour X, j'ai tout fait faux.
J'ai tout fait faux. D'abord, plutôt que de d'abord saluer la reine et lui remettre les lettres de créance et ensuite lui présenter mon épouse, je lui ai d'abord présenté mon épouse et ensuite je lui ai remis les lettres de créance. Ensuite, plutôt que d'attendre qu'elle vous adresse la parole, parce que c'est Sa Majesté qui dirige la conversation, je me suis précipité pour la féliciter pour ses noces de platine. Donc voilà, tout à l'envers. Voilà, c'est ce qui me reste. Alors je pense qu'elle envoie tellement d'ambassadeurs et depuis tellement longtemps, et je pense que je n'étais pas le seul qui était tellement nerveux. Mais non, elle m'a accueilli avec beaucoup de grâce et de gentillesse. Magnifique. En parlant d'anecdotes et je ne veux pas être indiscret, mais est-ce que vous tenez des carnets, enfin ou en tout cas à l'époque, enfin, on voit certains ambassadeurs qui publient à un moment donné, alors évidemment que c'est plus tard, mais qui publient un certain nombre de choses dont les lecteurs sont friands. Oui, non, je ne tiens pas de journal où je retracerai ce que je vis, etc. Je prends bien sûr des notes de mes rendez-vous, de mes séances, ça oui, mais je ne tiens pas de journal. Peut-être plus tard, ce que vous avez en tête sera retranscrit. Je fais un lien évident, d'ailleurs on l'a évoqué avec les bilatérales, des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne. Peut-être rapidement, Olivier Roux, pourquoi est-ce que ces accords bilatéraux ils sont si importants pour l'économie suisse? Ce n'est pas des simples accords qu'on pourrait avoir ici et là, ils ont quand même une signification particulière pour toute la nation. C'est vraiment un des dossiers, des enjeux majeurs pour le monde économique suisse, qui doit trouver le moyen d'avoir un accès au marché européen de façon la plus sûre, la plus certaine, la plus assurée. On est, qu'on le veuille ou non, la géographie est ce qu'elle est, on est au plein cœur de cette Europe, c'est notre premier partenaire commercial. On est un pays qui gagne 1 franc sur 2 à l'étranger, dont une bonne partie avec nos voisins. C'est important qu'on ait une relation qui soit cadrée, qui soit sûre, qui soit prévisible. Donc c'est vraiment quelque chose d'une importance fondamentale. Ça a encore été confirmé par nos membres récemment, parce que pour une organisation comme le Centre patronal, c'est important de savoir aussi ce que pensent ses membres. Et dans tout ce dossier, toute cette procédure de consultation, c'est très important pour nous de pouvoir émettre un avis qui soit étayé, qui n'ait pas seulement été rédigé ici dans les couloirs ou dans les bureaux du Centre patronal. On a donc mené un sondage auprès de nos membres. Plus de 500 entreprises vaudoises de toute taille, de tout secteur nous ont répondu. Et à une très large majorité, tous ces gens nous disent qu'ils sont très attachés à cette voie bilatérale, qu'ils sont attachés au fait qu'elle soit consolidée et puis à ce qu'elle soit développée aussi. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est un des aspects fondamentaux. C'est pas seulement assurer un certain nombre de choses, mais aussi développer cette voie qui a fait ses preuves depuis une trentaine d'années maintenant. C'est vrai que quand on se rappelle, alors moi je me rappelle un peu moins, mais quand on se rappelle de la situation économique en Suisse dans les années 90, et puis 20 ans après, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis le fait que les accords bilatéraux soient entrés en vigueur, peut-être son importance ou son effet ici. Alexandre Fazel, très vulgairement, pourquoi est-ce que c'est important que la Suisse pérennise cette relation bilatérale unique avec l'Union européenne? Mais je ne peux confirmer ce que M. Roux vient de dire, n'est-ce pas? Il s'agit d'assurer, et ça c'est vraiment l'élément constant dans la politique étrangère et européenne du Conseil fédéral. C'est-à-dire qu'il nous incombe d'assurer que nous ne soyons pas déconnectés de notre propre marché. Pour un pays comme la Suisse, qui est très fortement dépendant des exportations et dont le marché intérieur est trop petit pour produire la richesse qui est la nôtre. Nous sommes dépendants
des exportations et donc notre propre marché à nous, si vous voulez bien, c'est le marché européen. Et dès le sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été la politique du Conseil fédéral, de faire en sorte que nous puissions être dans ce marché. Et nous l'avons fait par les accords de libre-échange de 72, qui fait le pont entre la Suisse et l'Union européenne, et ensuite une série d'accords bilatéraux. Ensuite, il y a eu l'époque ou l'épopée de l'EEE, qui n'a pas réussi, qui a été refusé par les cantons et le peuple. Et alors là, nous nous sommes engagés sur cette voie bilatérale qui nous a valu le succès, comme vous venez de le mentionner. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est d'abord stabiliser cette voie bilatérale, faire en sorte qu'elle soit pérenne et qu'elle puisse, être développée, comme vous le dites très justement. Et c'est ce que le Conseil fédéral propose de faire avec ce paquet d'accords. Stabilisation de nos relations bilatérales avec l'Union européenne, développement de nos relations bilatérales avec l'Union européenne, tout en gardant notre liberté commerciale et politique vers l'extérieur, donc tous les pays au-delà de l'Union européenne. Donc, nous disons en allemand, das eine tun, das andere nicht lassen. Donc, ce qu'on a ici, c'est le beurre et l'argent du beurre à la manière suisse. Il me semble, quand on lit le résultat du travail de nos négociateurs, on a vraiment le sentiment qu'ils ont bien travaillé et qu'on continue, en tant qu'État, pour la Suisse, d'avoir un bon résultat en termes de négociation. Je pense que c'est alors je me vante, mais non, je pense que c'est un bon résultat. Ce qu'on peut certainement dire, c'est ceci, c'est que le Conseil fédéral avait les idées très claires sur ce qu'il voulait atteindre et il l'a consigné dans le mandat de négociation qui a été donné aux négociateurs. Et le Conseil fédéral a conclu que le mandat de négociation était entièrement rempli. Donc l'accord est bien. Même chose pour l'Union européenne, qui avait aussi, la Commission a aussi reçu du Conseil un mandat très clair. Une négociation ne peut aboutir qu'à partir du moment où les deux parties à la négociation concluent que leur mandat de négociation est rempli et que le résultat est équilibré. Et donc, c'est le cas ici, un résultat bien équilibré dans lequel les deux parties reconnaissent leur intérêt. C'est quelque chose que je trouve vraiment impressionnant quand on a évidemment pas participé, mais qu'on découvre ce travail et petit à petit, puis qu'on se plonge progressivement dans les différents documents qui sont maintenant tous publiés dans le cadre de la consultation. Il y a plusieurs centaines, voire milliers de pages de documents. On se dit, ah ben tiens, sur cet élément-là, on imagine que la Suisse n'était pas forcément demanderesse, mais évidemment, c'est une négociation, ça doit être équilibré. Donc, il y a aussi des choses voulues par l'autre partie. Et puis, on se dit, on n'était sûrement pas demandeur de cela, mais on a réussi à obtenir des choses sur mesure, des conditions qui sont vraiment favorables. Puis on se dit, mais c'est vraiment du très bon travail. Alors, je veux pas, je dis pas ça uniquement pour vous faire plaisir, mais je trouve que c'est marquant à plusieurs endroits du dossier. On se dit, ah, mais ça, c'est quand même. Si on pense un exemple sur la reprise partielle d'une directive européenne sur la citoyenneté qui permet un certain nombre de choses, de se déplacer dans l'Union pour les citoyens européens, c'est quelque chose qui est connu dans l'UE depuis fort longtemps. J'imagine que c'était pas forcément une demande de la Suisse que de pouvoir reprendre cette directive-là, mais vous avez réussi à obtenir une version, alors véritablement sur mesure de cette directive. Dans l'Europe, il n'y a pas du tout la notion de travail, d'activité lucrative. Donc cette liberté de mouvement et d'établissement dans l'Union pour les citoyens de l'Union et une partie de leur famille, elle existe sans qu'il y ait, ça c'est un grand principe de droit européen, eh bien on a réussi à faire en sorte que cette directive qu'on s'apprête à reprendre partiellement en Suisse, il y ait cette condition qui a toujours été très importante pour nous Suisses autour de la libre circulation des personnes, c'est la libre circulation avant tout des travailleurs. J'ai un contrat de travail, je peux aller en Suisse. Et il y a des besoins de l'économie suisse en main-d'œuvre, et ça c'est fondamental. Nous pourrons bénéficier de ce qu'on appelle le droit de séjour permanent, quelque chose de connu de très longue date dans l'Union européenne. En Suisse, uniquement des gens qui auront travaillé en Suisse
pendant 5 ans. Et ça, on se dit qu'on ait réussi à obtenir cette condition qui est vraiment très, très importante. Chapeau, en tout cas. Chapeau. Et je pense qu'il y a une explication à ce succès ou à la qualité de ce résultat. C'est que le Conseil fédéral, après l'échec de l'accord cadre institutionnel, a proposé une double nouveauté que la Commission a acceptée. La première, c'était un changement d'approche. Plutôt que de négocier, comme le voulait l'Union européenne, un accord cadre institutionnel où toutes les questions institutionnelles étaient réglées de façon générale et abstraite et horizontale pour tous les accords existants et tous les accords à venir ultérieurement, et d'avoir cet accord comme condition nécessaire pour négocier des accords futurs, plutôt que d'avoir cette approche-là, qui était l'approche européenne. Le Conseil fédéral a dit non, on va faire autrement, on va immédiatement négocier de nouveaux accords, ce que nous voulons bien avoir, c'est-à-dire dans le domaine de l'électricité, de la sécurité alimentaire, de la santé. Et les aspects institutionnels, on veut bien les régler et les négocier, mais pas d'une façon générale et abstraite, mais très spécifiquement là où les questions se posent. Donc, changement d'approche. Et ensuite, deuxième changement proposé par le Conseil fédéral, c'était un changement de méthode. Plutôt que se lancer immédiatement dans une nouvelle négociation et peut-être à nouveau aller à la casse parce qu'on n'arrive pas à se trouver, on va prendre le temps et le recul de bien définir de quoi on parle, de quoi on veut négocier, hein, de quoi s'agit-il. Il s'agit d'à peu près de cela et pas de ceci et de cela, et les solutions envisageables et réalistes sont celles-ci, 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 pas là ou autre chose. Donc ça nous a pris 18 mois. Une para-négociation, donc c'était cette phase exploratoire où nous avons mis beaucoup d'énergie à définir l'objet même de ce que nous voulions faire ensemble. Ce qui nous a permis ensuite d'avoir cette grande négociation qui conduit à un résultat extrêmement important en l'espace de 9 mois. Donc changement d'approche, changement de méthodologie, les deux proposés par le Conseil fédéral, c'est ça qui a fait le déclic. Si je reviens juste sur cette directive qu'on va appliquer donc de façon spécifique en Suisse avec cet élément d'activité lucrative, on a vu dans le sondage qu'on a mené auprès de nos membres qu'il y a quand même un certain nombre de craintes auprès de nos membres autour de ce qu'on pourrait appeler du tourisme social. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces craintes-là, enfin, aux gens qui craignent du regroupement familial élargi, etc. On sent ces inquiétudes et puis est-ce que c'est quelque chose qui est mal compris, qui est peut-être encore pas assez bien expliqué? Alors il faut toujours bien expliquer, bien sûr, et c'est des soucis que nous devons prendre au sérieux et bien contextualiser. Mais comme vous le dites, monsieur, la libre circulation des personnes par rapport à la Suisse, entre la Suisse et l'Union européenne, depuis notre accord de libre circulation des personnes dans le paquet bilatéral de 99, est la libre circulation des personnes qui ont un emploi. Et ça, nous l'avons sauvegardé dans le nouveau système. Et la reprise partielle de la directive sur la citoyenneté, cette directive a été décortiquée de telle façon pour qu'on définisse exactement quelles sont les parties que nous reprenons parce qu'elles sont nécessaires à la libre circulation de l'emploi et quelles sont les autres parties qui sont une libre circulation beaucoup plus large, qui a lieu au sein de l'Union européenne, mais qui ne nous concerne pas. Et donc cela a été très clairement défini. Donc le principe règle, c'est le marché de l'emploi en Suisse qui régule l'immigration européenne en fonction et en vertu de la libre circulation des personnes. Ensuite, le regroupement familial élargi, vaguement élargi. Ce qui change, c'est que des couples du même sexe maintenant
en vertu du droit européen et de ces accords, ont le regroupement familial. Or, ils l'avaient déjà en vertu des politiques cantonales dans une multitude de cantons. Donc là, il n'y a pas vraiment de changement. Ensuite, ce que nous faisons, c'est que nous avons mis en place un système de sauvegarde, un concept de sauvegarde qui doit justement garantir qu'on parle que de l'emploi et que s'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'immigration ou il n'y a pas de présence. Et donc c'est un système qui est composé de principes, d'exceptions et ensuite même la clause de sauvegarde qui a aussi un élément. Et donc ce jeu de ces différents éléments fait que nous pouvons affirmer qu'il n'y a pas de tourisme social qui va se produire en vertu de cet accord. Le deuxième point qui ressort, la deuxième crainte qui ressort de notre sondage, elle concerne cette fameuse reprise dynamique du droit, de certains éléments du droit de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez peut-être l'expliquer en quelques mots ? Volontiers. Le problème que nous avions avec les bilatérales actuelles, tels que nous les connaissions, c'est que c'était des accords statiques et que si on voulait adapter l'état de nos accords à l'évolution de l'acquis communautaire, il fallait à chaque fois le renégocier et se remettre d'accord sur cela. Et si l'Union européenne ne voulait pas, même si nous nous adaptions à l'interne, eh ben, il y avait ce déphasage et les accords bilatéraux se vident de substance. Donc, ce que nous avons maintenant mis en place, c'est une reprise dynamique de l'acquis communautaire dans les accords dans lesquels nous voulons reprendre le droit européen pour être pleinement intégrés au marché européen. Donc, ce que nous faisons, c'est une reprise dynamique dans le cadre d'accords statiques. C'est-à-dire, ce n'est pas par la reprise dynamique du droit européen dans les accords concernés que nous élargissons le domaine d'application des accords. Le domaine d'application des accords est strictement défini. Ce sont les accords de 99. Donc, ce domaine d'application ne change pas. Mais à l'intérieur de ce domaine d'application, nous faisons la même évolution comme le droit européen, et donc nous restons toujours à jour, et donc les accords sont toujours à niveau. Et c'est dynamique et non pas automatique, c'est-à-dire nous ne reprenons aucune régulation européenne sans que les procédures internes suisses aient été menées à bout, même si c'est nécessaire, jusqu'au référendum. Donc, dans l'ordre constitutionnel suisse, rien ne change. Et ça avait été une des conditions du Conseil fédéral dans le mandat de négociation. Rien ne change au niveau de la Constitution et de nos procédures internes. Donc ça a été rempli. Mais on sent qu'il y a effectivement une crainte, donc il y a encore des besoins probablement d'explication. Il y a des éléments aussi qui sont très intéressants. Le fait qu'on puisse être associé très en amont à ces développements ou ces nouveautés du droit européen, on peut tout à fait comprendre. On parle d'un marché donné. Au fond, c'est assez normal que les règles de tous les participants, enfin que les règles soient les mêmes pour tous les participants à ce marché, et puis tout le monde respecte les mêmes règles sur un terrain donné. Il y a ces évolutions, on les reprend et il est même prévu, et c'est bien cadré, qu'on puisse participer, qu'on puisse être entendu très en amont. On appelle ça en anglais le decision shaping. Donc cette possibilité d'être associé, d'être consulté, de pouvoir influer d'une certaine manière sur ces développements du droit européen. On pouvait dire très en amont, ça pourrait coincer pour nous. Et puis ça, c'est pas quelque chose que nos partenaires européens pourraient dire on va le faire au début, puis après on va faire comme on l'entend. C'est vraiment écrit noir sur blanc, c'est signé, c'est dans les accords. Et ça, c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant. Et effectivement, donc à partir du moment où la Commission s'apprête à préparer
une modification ou une évolution d'un acte juridique qui fait partie du domaine d'application de nos accords, elle nous le dit et elle invite nos experts à participer, à contribuer à l'élaboration de ces règles-là. Et les experts suisses, bien sûr, ne vont pas là-bas à Bruxelles à la petite semaine inventer des choses. Ils auront un mandat qui leur sera donné par le Conseil fédéral et, le cas échéant, en consultation avec les cantons, là où les compétences cantonales sont touchées, ou aussi le Parlement. Donc, c'est une première prise d'influence suisse où nous disons cette régulation, on la ferait plutôt comme ci ou comme ça parce que voilà, c'est ce que nous pensons être la façon la plus intelligente de faire. Ça, c'est la partie du decision shaping, donc une prise d'influence, comme vous le dites, dès le début. Ensuite, le droit européen est là, la nouvelle régulation est là, et la Commission vient au comité mixte, c'est donc cette instance qui gère les accords, et nous dit, alors, ces règlements ou cette directive, nous aimerions bien que vous la repreniez. Et alors là, au comité mixte, nous vérifions, est-ce que c'est bien dans le domaine d'application limité ou est-ce qu'on essaye de nous faire prendre quelque chose qui est en dehors du domaine d'application? Non, c'est dans le domaine d'application, d'accord. Et si nous sommes d'accord que c'est effectivement un règlement européen à reprendre, nous le mettons en œuvre à l'interne et quand une fois cette mise en œuvre à l'interne est faite, selon nos procédures constitutionnelles, alors le comité mixte prend la décision finale et dit « ben voilà, maintenant c'est fait et l'accord est modifié de telle façon ». Et puis il y a forcément des fois, ou probablement des fois, où la Suisse dira « mais non, ça on ne le souhaite pas, on ne le veut pas ». Et ici aussi, les choses sont parfaitement réglées. Et puis, il pourrait y avoir ce qu'on appelle des compensations si on décide de ne pas appliquer telle ou telle nouveauté du droit européen. Mais ce sera parfaitement cadré et limité. On n'aura plus affaire à ces mesures de rétorsion dans des domaines qui n'ont rien à voir et qui résultent de décisions politiques, au fond, qu'on peut pas anticiper forcément. Si, cas échéant, il y a des choses que, à un moment donné, on dit non, il peut y avoir des mesures de compensation de la part de nos partenaires, mais qui sont spécifiquement bien décrites. Et puis, si on a le sentiment que les sanctions, guillemets, sont disproportionnées, on peut aller faire constater le fait que la sanction est disproportionnée, etc. Donc, tout ça est très bien précisé et négocié aussi. Je vous reprends sur un seul mot, c'est la notion de sanction. Parce que, n'est-ce pas, on parle de mesures de compensation. C'est-à-dire que si une des deux parties, et c'est pas nécessairement nous, ça peut être l'Union européenne, ne se conforme pas à ce qui a été convenu, l'autre partie a la possibilité de prendre une mesure de compensation. Et la logique est la suivante, c'est que nous avons conclu un accord. L'accord est équilibré, c'est pour ça qu'on est arrivé au bout et qu'on l'a conclu et qu'on l'a ratifié. Si ensuite une partie retire un élément de cet accord, il y a un déséquilibre. Et donc, l'autre partie est en droit de recréer cet équilibre. Mais l'équilibre, elle ne peut pas recréer un autre déséquilibre en sa faveur. C'est la notion de la proportionnalité. Donc, c'est cette recherche permanente de l'équilibre entre les obligations et les droits et les intérêts des parties. C'est ça, ce système de compensation. Donc, ce n'est pas une logique de sanction du tout, c'est le rééquilibrage constant de la relation. On voit que techniquement, c'est vraiment une très belle architecture, ce résultat des négociations vis-à-vis de ces bilatérales 3, comme on les appelle. Pour donner une note un peu plus politique, un peu moins technique, on entend déjà certains détracteurs qui disent « oui, tout ça c'est bien joli, mais d'abord tout se passe bien, c'est bien écrit, et puis en pratique, on fait finalement pas tout ce qu'on veut, et c'est le premier pas vers l'adhésion, etc., etc. » Alors deux choses, qu'est-ce qu'on répond à ces détracteurs? Et puis, comment ça se fait au fond que ce sujet-là polarise
autant, soit si émotionnel, alors qu'il y a d'autres objets de la politique suisse qui sont tout autant importants et qui concernent aussi l'international, mais qui déchaînent pas autant les passions. Quel est votre point de vue sur cette explication-là? Déjà en 1992, avec l'espace économique européen, c'était quelque chose d'assez dingue politiquement. Comment ça se fait? Mais mon explication, c'est qu'on a la politique de sa géographie. Et nous sommes au centre de l'Europe, nous sommes entourés par l'Union européenne, et c'est au premier chef avec l'Union européenne que nous devons trouver nos arrangements. Et donc, c'est là que se focalise toute l'énergie politique. Et donc, c'est tout à fait naturel que c'est la question européenne qui nous travaille le plus. Maintenant, la différence entre maintenant et 92, c'est qu'en 92, la question de l'adhésion avait contaminé le débat. Elle l'avait dominé et avait probablement décidé le vote. Cette fois-ci, la question ne se pose aucunement et il n'y a aucun lien entre ce que nous faisons maintenant et la question de l'adhésion qui simplement n'est pas à l'ordre du jour et ne se pose pas et ne forme pas et aucunement l'objet de ce paquet. Non, et d'ailleurs, sauf erreur, la question de l'adhésion n'est plus à l'agenda d'aucun parti politique présent au Conseil national. Je crois que ni les socialistes, ni le Parti socialiste, ni le Parti vert libéral ne prônent l'adhésion de manière explicite. Et les sondages sont très clairs. Donc la population suisse aussi n'exprime aucune velléité qui va dans cette direction, ni les entreprises, et Absolument, ni ça ressort vos aussi de membres. notre sondage. Absolument. Voilà, ça sort de votre C'est sondage. assez clair, c'est même le résultat le plus clair. Oui. Au-delà de la question de l'Union européenne et de nos relations avec l'Union européenne, aujourd'hui, quels sont les autres défis importants pour le département fédéral des affaires étrangères, pour les relations étrangères de la Suisse? Qu'est-ce qui vous occupe à côté de ce dossier qui est très important à Berne? Mais ce qui nous occupe, c'est que le monde part en vrille, on a l'impression. Les relations internationales sont de plus en plus difficiles. Et dans ce contexte, je pense qu'il faut être en mesure de faire trois choses. C'est d'avoir d'abord une vision très claire de son propre intérêt, de l'intérêt national. Deuxièmement, d'avoir une lecture objective de la situation géopolitique. Et troisièmement, de se donner les moyens d'agir en vertu de un et de deux. Et c'est ce que je crois ce que le Conseil fédéral est en train de faire, notamment avec le paquet européen, en stabilisant la relation avec l'Union européenne, en la développant, tout en gardant la liberté d'engager des relations poussées, des accords de libre-échange et autres avec les autres pays du monde. En concluant ces accords avec l'Union européenne, nous restons libres de notre politique avec le reste du monde. Et c'est cela que nous faisons. Et au-delà de cette défense de nos intérêts immédiats dans nos relations avec nos partenaires, il y a toute la question de la gouvernance mondiale qui doit rester une gouvernance qui est basée sur le droit plutôt que sur la puissance. Et donc, c'est un autre aspect de la politique étrangère suisse qui est très importante, et notamment par le biais de la Genève internationale. La Genève internationale étant le lieu de gouvernance mondiale probablement le plus important au monde. En termes d'organisation présente à Genève et de fonctionnaires internationaux et de missions diplomatiques actives, même plus important que New York. Donc le monde se réunit à Genève pour régler les affaires du monde. Actuellement, le monde a beaucoup de problèmes à le faire, mais nous ne pouvons jamais relâcher d'efforts et nous devons rester au taquet, si vous me permettez l'expression, pour sauvegarder et développer cette gouvernance mondiale qui est basée sur le droit, sur les obligations respectives et mutuelles pour lesquelles tout le monde veut bien s'engager. Et ça, c'est un élément, le deuxième élément central de notre politique étrangère.
Ce sont des beaux mots de conclusion. Je ne pense pas qu'on rajoutera encore quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire, que vous n'avez pas eu l'occasion de placer? C'est de remercier l'économie vaudoise et le patronat vaudois de sa dynamique. Là, nous avons parlé de nos accords avec l'Union européenne, c'est précisément pour sauvegarder cette prospérité qui est la nôtre et qui passe nécessairement par le biais de notre participation pleine et entière au marché intérieur et plutôt, plus précisément, aux parties et aux segments du marché intérieur auxquels nous voulons pleinement participer et pas aux autres. Donc, c'est vraiment un habit qui est taillé sur mesure à la Suisse et qui permet à notre économie d'être dynamique, d'être innovatrice, d'être créatrice d'emplois. Alexandre Fazel, merci beaucoup pour vos mots, pour vos propos. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Olivier Roux pour votre participation. Merci de nous avoir suivis sur le nouveau podcast du Centre Patronal. À bientôt.